Comment est-ce que tu fais pour recruter des gens brillants, avoir une équipe de tueurs et surtout être sûr de pouvoir déléguer en toute confiance à tes équipes? Personnellement, j'ai une vision qui est assez différente de ce que beaucoup de livres vont pouvoir t'enseigner sur le recrutement. J'ai lu énormément de livres qui ont souvent d'ailleurs été écrits selon moi par des ingénieurs, des gens qui veulent rationaliser énormément de choses. Moi, ma vision du recrutement, elle s'est bâtie autour des centaines de personnes que j'ai recrutées au cours des 8-10 dernières années. J'ai fait énormément d'erreurs qui m'ont permis du coup de me créer une conviction assez forte sur le recrutement et j'ai envie de partager avec toi quelques points qui sont clés pour justement se faire une équipe de tueurs. Pourquoi est-ce qu'il faut une équipe de tueurs? Parce qu'en fait, c'est simple, hein, si tu veux faire un business qui soit énorme, et forcément, il faut que tu aies des gens qui soient très très bons autour de toi. Encore plus important, la culture de ta boîte, en fait, elle va être définie par les gens qui travaillent chez toi. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est la culture de la boîte, c'est pas ce que tu écris sur les murs, mais c'est qui tu vires. Et ça, c'est assez dur à entendre. Mais en réalité, c'est extrêmement important. Je vois très souvent la théorie des coûts irrécupérables s'appliquer au processus de recrutement. La théorie des coûts irrécupérables, c'est quoi? En fait, c'est plus tu es investi dans un process, plus ça sera dur pour toi d'admettre que tu as fait une erreur. Donc concrètement, c'est quoi la théorie des coûts irrécupérables en recrutement? Tu passes 3 mois pour recruter la perle rare, tu rencontres plein de personnes différentes, tu as réussi à trouver une personne qui te semble être la meilleure de toutes les personnes que tu as rencontrées. Tu décides de recruter cette personne. Au bout de 30 jours, la personne n'atteint pas réellement ses objectifs, mais tu te dis, je vais encore lui faire confiance. Au bout de 60 jours, t'es toujours un petit peu mitigé, 90 jours, un peu mitigé. Et maintenant, ça fait 6 mois du coup que tu as lancé ce recrutement et que tu as recruté cette personne depuis 3 mois. Et là, du coup, tu te dis, en fait, j'ai pas trop le choix. Il faut que j'investisse sur cette personne pour l'aider à grandir. Et d'ici quelques mois, ça devrait bien se passer. Tout ça parce qu'en fait, t'as pas le courage de te dire que tu t'es trompé et que c'était la mauvaise personne. Et ça, c'est ultra risqué. Et c'est ultra risqué pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu veux créer une boîte qui soit une boîte avec une croissance exponentielle, t'es obligé d'avoir une densité de talent qui soit ultra élevée. Et si tu commences à baisser la barre dans les personnes que tu recrutes, ce que ça va faire, c'est que ça va décourager les top performers, donc les gens qui étaient les meilleurs et qui aimaient cet environnement où ils étaient challengés et ils se retrouvent avec des gens du coup beaucoup moins bons et du coup ce qu'ils ont envie c'est de partir parce qu'ils en ont marre. Une fois de plus, tout ce que je te dis dans cette vidéo c'est applicable à des boîtes qui veulent faire de l'hypercroissance, qui veulent créer des business qui sont totalement anormaux, qui ne représentent statistiquement absolument pas des business qui existent aujourd'hui. Mais je pense que c'est intéressant parce que c'est les cas de extrême performance. Ce qui veut dire que si tu as, je sais pas moi, une PME un peu plus traditionnelle et que c'est pas ton objectif, tous les conseils que je te donne, ils s'appliquent absolument pas. Et tu peux faire les choses de façon totalement différente parce que tu as potentiellement plus de temps, etc., etc. Donc globalement, comment est-ce que tu fais pour recruter des gens qui sont brillants? Et j'ai testé plein de choses, les cabinets de recrutement, le bouche à oreille, j'ai testé juste d'avoir des offres mises sur LinkedIn, Indeed, etc., etc. La première leçon, c'est que évidemment, la qualité de ta marque fait que tu vas recevoir des candidats qui sont plus ou moins qualifiés. Quand on se lançait avec l'Emlist et que personne ne nous connaissait, évidemment que les gens qui postulaient c'était pas les plus talentueux. Par contre, quand on a commencé à être de plus en plus connu et reconnu, surtout dans notre domaine, en fait, on a attiré de plus en plus de talents et donc forcément, les recrutements deviennent de plus en plus simples quand tu as une marque qui est forte. De la même manière que closer des clients, ça devient de plus en plus simple, plus ton produit est mature et reconnu. C'est une question de confiance et lorsque la confiance est présente, évidemment que les deals se closent beaucoup plus rapidement. Néanmoins, il y a un point qui est super important, c'est que pour recruter vraiment une équipe de tueurs, ce que j'ai remarqué, c'est que la prospection, c'est toujours une manière vraiment ultra efficace d'aller chercher les top talents. Donc il y a deux choses que tu peux faire, soit de la prospection directe, donc tu vas chercher des talents dans des boîtes que toi t'aimes. Par exemple, tu veux recruter, je sais pas moi, quelqu'un en produit, un Chief Product Officer, tu vas regarder tous les produits SaaS que tu adores et tu vas aller voir les CPO qui sont là-bas et ton but c'est tu les contactes, tu fais des calls avec eux et au départ, fais toujours ces calls dans un but de networking. Le message que tu peux envoyer, hello prénom, je suis en train de recruter mon prochain CPO, donc Chief Product Officer. Je trouve que tu as un profil ultra stylé et pour ce recrutement, j'aimerais bien ne pas faire des erreurs classiques. Est-ce que tu aurais 20-30 minutes pour m'aider
à définir le scope, donc l'étendue de ce poste. En faisant ça, ça te permet de networker avec plein de Chief Product Officer. Ça te permet de voir si oui ou non tu as un fit potentiel avec la personne. Donc, est-ce que tu t'entends bien avec la personne? Est-ce que, si c'est le cas, est-ce que la personne, elle est en recherche d'une nouvelle aventure ou est-ce qu'elle est très bien dans son poste? Si elle est très bien dans son poste et qu'elle ne cherche pas une aventure, est-ce qu'elle connaît d'autres CPO qui pourraient justement être intéressés? Et en fait, petit à petit, tu vas te créer un réseau pour chacun des postes clés dans ton entreprise. Et pourquoi est-ce que tu dois faire ça? La première raison qui est la plus importante, c'est tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu ne sais pas ce qu'est un bon Chief Product Officer tant que tu n'en as pas rencontré au moins une grosse vingtaine. Mais une vingtaine, évidemment, dans tes top boîtes. Et la raison pour laquelle tu ne le sais pas, c'est parce que potentiellement, tu n'as pas encore atteint ce stade avec ta boîte. Et donc, c'est en ayant ces conversations, en t'intéressant à ce qu'ils font au quotidien, à ce qu'ils ont pu faire dans le passé, que tu vas comprendre ce qui est quelqu'un de bon, quelqu'un d'excellent et quelqu'un de brillant. Et en fait, ça va te permettre d'avoir une sorte de benchmark qui va te permettre de jauger par la suite tes candidats. Et la seconde raison pour laquelle c'est ultra important de rencontrer plein de personnes comme ça, c'est parce que le moment où tu recrutes, par exemple, ton Chief Product Officer, il faut toujours te dire, surtout si tu es en hyper croissance, que si cette personne, demain, elle doit s'en aller, il faut que tu puisses potentiellement la remplacer assez rapidement. Et plus toi, en tant que CEO, tu auras justement ce réseau de personnes autour de toi que tu peux activer si quelqu'un de ton équipe décide de partir, plus en fait l'accélération que tu as pu apporter à ta boîte restera élevée. Et ça, c'est ultra important. Donc, une fois que tu as fait cette première étape de networking, de benchmarking, des compétences d'un rôle clé chez toi, ensuite, tu vas passer du coup aux entretiens. Les entretiens, globalement, il y a 3 étapes. Le fit humain, donc ça se base uniquement sur l'énergie. 2, c'est un business case. Franchement, c'est ultra important. Toutes les personnes qui te disent qu'ils veulent pas faire de business case, ne les recrute pas. Très souvent, dans des profils seniors, tu peux voir des gens qui ont la flemme de faire des cas parce que ils disent que c'est trop de travail, etc., etc. Honnêtement, pour moi, c'est le meilleur moyen de savoir si, 1, les gens sont des doueurs, 2, si c'est des gens qui sont motivés par le rôle ou pas. Parce qu'en fait, si tu as quelqu'un, avant même de rejoindre la boîte, qui veut pas faire de business case, en fait, c'est que son intérêt pour la boîte, il est pas si élevé. Et donc, ça vaut même pas le coup de perdre ton temps, de perdre son temps, etc. Donc, business case, ultra important. Et encore plus important, une fois que tu as décidé de recruter une personne, c'est ce qu'on appelle les ref calls. Donc, appeler des anciens managers de cette personne. Tu peux le faire de façon sauvage, c'est-à-dire ne pas lui demander les personnes à contacter. Donc, ce que tu peux faire, c'est contacter typiquement le CEO des anciennes boîtes dans laquelle cette personne a pu être. Ou tu peux le faire de façon plutôt polie, c'est-à-dire demander à la personne de te donner, par exemple, 2 noms de ses anciens managers à qui on peut prendre des refs. Moi, j'aime bien faire un mélange en général de refs sauvages et refs normales. Évidemment, si la personne n'a pas encore annoncé à son boss qu'elle va partir, n'appelle pas son boss pour faire un ref call, c'est vraiment con et genre il y a quand même des règles de bienséance, je dirais, à respecter. Mais par contre, ne pas hésiter à passer du temps sur les ref calls. Donc les questions que moi j'aime bien poser, c'est en général si demain tu dois refaire une équipe de zéro et que tu peux recruter qu'une seule personne, ça serait qui? En général, cette question, elle permet d'éliminer les gens assez moyens qui ont typiquement la note de 7 sur 10. Donc 7 sur 10, c'est vraiment la pire note. En général, pareil, quand je demande aux anciens managers de noter, je leur dis t'as pas le droit de mettre un 7 parce que 7, c'est une note average où les gens, ils veulent pas trop se positionner. Et en fait, l'idée, c'est de poser pas mal de questions qui te permettent de recouper comme ça pour éviter le bullshitting. Parce que y a plein de gens, en gros, qui s'entendent bien avec leur manager, mais qui sont pas exceptionnels dans leur travail ou qui ont jamais été exceptionnels et qui ont toujours réussi par de la politique à s'entendre plutôt bien. Et donc, c'est des gens, en fait, quand tu vas faire des ref calls, tu auras l'impression qu'ils sont très bons, alors qu'en fait, ils ne le sont pas. Troisième étape, une fois que tu as recruté la personne, c'est à toi de mettre cette personne dans les meilleures conditions possibles. Donc, tu vois, ça nous est arrivé et ça m'est arrivé personnellement de pas le faire ou de mal le faire. Quand tu fais mal ça, c'est très compliqué pour toi de juger de la qualité d'une personne. Donc les meilleures conditions possibles, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que la personne rentre, il y a des objectifs très clairs à 30, 60 et 90 jours. Il faut que ça soit écrit dans un document Notion, ce que tu attends avec précision. Il faut que tu fasses un kick-off, donc un meeting avec la personne afin de lui expliquer voilà ce que j'attends. Est-ce qu'on est d'accord que c'est des objectifs qui te semblent réalisables? Une fois que la personne a le buy-in, donc dit oui, ça me semble réalisable, là tu sais que tu vas pouvoir évaluer cette personne après 30, 60 et 90 jours. Et une fois que ça a été mis en place, tout est beaucoup plus facile parce que ton choix ensuite de savoir si tu gardes la personne ou pas, donc ce choix qui est binaire, oui, non, il devient très logique puisqu'il se rapporte uniquement
à des objectifs. Et ça, tu peux le faire selon tous les métiers, que ce soit produit, marketing, sales, etc., etc. Et donc, évidemment, cette fiche de poste, elle n'est pas forcément ultra rigide parce que tu es en startup. Il y a des choses qui peuvent être amenées à bouger, à évoluer. Mais par contre, il faut que tu le gardes, toi, comme point de référence pour savoir quelles sont tes attentes et aussi quels vont être les résultats obtenus par la personne que tu as recrutée. Une fois de plus, quand tu fais un business avec une croissance exponentielle, ce que tu veux, c'est que les gens soient ultra performants, prennent des initiatives. C'est pas un business traditionnel, ce qui veut dire que les attentes ne sont pas traditionnelles. C'est pas un jugement de valeur, c'est vraiment juste une observation globale. Donc c'est pour ça que quand je vois des gens qui veulent aller en start-up parce que ils ont vu des séries cool à la télé, mais qui se disent que en fait ça va être le classique 35 heures avec 2 heures de pause tous les midis et une vie ultra chill, en fait je leur dis n'allez pas en start-up, allez plutôt dans une PME, vous serez plus tranquille, on vous fera moins chier et les attentes seront moins élevées. En start-up, il y a des attentes qui sont très élevées parce que ce que tu fais, c'est innovant. Tu es dans un monde et un milieu qui est là justement pour te challenger, pour apprendre énormément. Et donc forcément, quand les attentes business sont différentes, et ben les attentes que tu as envers ton équipe sont aussi différentes. C'est la même chose que de te dire, est-ce que j'ai envie de faire du sport le dimanche juste pour me faire kiffer avec mes potes, ou est-ce que j'ai envie d'être dans la Champions League, en NBA, être un sportif professionnel et donc avoir un niveau d'intensité et d'attente beaucoup plus élevé. Pour résumer rapidement la vidéo, ultra important de contacter plein de gens avant de recruter pour un poste spécifique. Donc je pense que l'outbound, ça reste la meilleure méthode pour aller trouver les top profils puisque ça te permet de cibler les entreprises que toi tu adores et donc de faire un benchmark ultra quali. Étape 2, toujours avoir du fit humain et donc recruter sur l'énergie, c'est ultra important. Les scorecards, j'y crois moyen. Étape 3, faire un business case. Si les personnes ne veulent pas faire de business case, tu leur dis bye bye instantanément, pas de débat, tu passes à quelqu'un d'autre, c'est pas grave. 4, faire des ref calls, ultra important. Bien s'assurer que les questions que tu poses permettent d'être suffisamment discriminantes pour que tu puisses juger du vrai niveau de la personne que tu vas recruter. Étape 5, avoir un plan très précis, 30, 60, 90 jours afin de déterminer les objectifs que la personne va devoir atteindre afin de savoir si c'est un succès ou non au sein de ta boîte. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu vas recruter des rockstars et je te souhaite une excellente journée. Bisous.